Le mec a des raisonnements dangereux. Mais c'est facile. Si les mecs payent 300 balles par mois multiplié par 1 million de personnes, ou alors le fameux, je t'ai fait deux hypothèses, une haute, une basse. La hausse, j'ai 10% du marché, on fait 300 millions. La basse, j'ai 1% du marché et on n'aura pas moins de 1%. Ben si. Les agences, quand tu pivotes trop et que tu dis tiens aujourd'hui on fait ça, ah mais en fait on pourrait faire ça, ah mais il y a une opportunité, en fait on fait ça. Là tu te mets dans la merde. Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Alex, tu as eu la chance, l'opportunité d'investir dans pas mal de startups, pas mal d'entrepreneurs, startups et d'ailleurs business en ligne. Mais avant toute chose, tu as surtout investi dans des humains, dans des fondateurs, dans des entrepreneurs. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas trop réussi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu puisses me dire le trait commun ou les traits que tu as vus de manière récurrente parmi les fondateurs qui ont un peu moins réussi que les autres. Donc, dans un premier temps, peut-être qu'on pourra réfléchir aussi aux points communs des fondateurs qui réussissent, mais dans un premier temps, c'est quoi les erreurs communes que font les fondateurs des boîtes que tu accompagnes et qui ont échoué? Première question, et finalement le corollaire de ça, c'est quelles sont finalement les erreurs, toi, que tu as fait lorsque tu as investi dans ces fondateurs, que tu aurais pu repérer en amont? Et des erreurs de jugement peut-être, des erreurs de deep dive, que tu essaierais de ne plus refaire lors de tes prochains investissements? Écoute, merci, excellente question. Alors déjà pour préciser, il y a des investissements que j'ai fait en direct. Quand je dis en direct, c'est genre avec de l'argent, enfin un apport de cash quoi. Il y en a aussi beaucoup dans lesquels, parmi ce qu'on va évoquer, dans lesquels je suis rentré en tant qu'advisor où j'ai été entre guillemets rémunéré en equity. Ce qui change pas le fond de ta question, mais c'est juste pour préciser pour que tout le monde ait les idées claires. Et donc il y a eu différents modèles, et puis il y a eu des modèles un peu entre les deux où c'était un investissement plus de l'advisor. Donc en gros, tout ne s'est pas toujours fait de la même manière. Pourquoi je dis ça? C'est hyper important parce que quand tu investis dans une boîte, tu investis sur une boîte qui en règle générale est déjà créée, a déjà un début de traction et ainsi de suite. Enfin, à minima, il y a déjà des trucs. Quand tu es en advisor, des fois, tu le prends avant même que la boîte soit lancée officiellement, tu vois, juridiquement et tout ça. Et donc, évidemment, plus tu prends le truc tôt, plus tu augmentes le potentiel de risque et donc la difficulté de détecter ce dont on va discuter après. Et voilà. Donc, évidemment, plus tu rentres tard, plus c'est facile, plus tu rentres tôt, plus c'est difficile de détecter ces choses-là. Cependant, maintenant, on va creuser dans la réponse réelle à ta question qui est quels sont les points communs entre donc ceux qui ne réussissent pas ou réussissent moins et donc par corollaire, il y aura forcément à la fin de qu'est-ce qui fait que les autres réussissent ou qu'est-ce qui fait que voilà. Après moult réflexions et après avoir essayé d'étudier, déjà le premier truc à préciser, c'est que réussir au sens de créer une boîte pérenne qui génère de l'argent ou qui est vendue cher, j'entends où vraiment on gagne quelque chose, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement rare. Et le taux de réussite est extrêmement faible. Et à un moment, post-Covid, j'ai cru que j'étais plus malin que la moyenne en me disant que j'avais un taux qui était pas de 100%, mais pas loin. Et en fait, il a juste fallu un an et demi de plus pour me rappeler à la réalité, me rendre compte que non, je n'étais pas plus malin que les autres et que j'avais les mêmes taux que les autres et que j'avais rencontré les mêmes problèmes que les autres, qu'ils soient investisseurs, advisors, qui se rémunèrent comme ça ou peu importe, mais j'avais totalement les mêmes taux que les autres. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant aussi de distinguer les boîtes qui n'ont jamais vraiment marché des boîtes qui ont marché, qui ont même explosé dans le bon sens du terme, mais qui après se sont effondrées. Est-ce que ça aussi, finalement, en tant qu'investisseur, tu repars avec que dalle? Enfin, pas dans ton cas pour le coup. Je crois de mémoire, tu as réussi à partir avec un peu, mais dans la majorité des cas, les boîtes qui explosent, généralement en croissance, ça ne veut pas forcément dire pour autant que les investisseurs derrière gagnent de l'argent.
Peut-être Ouais, en distinguer fait, ça dans ta réflexion. exactement, mais que tu sois un fondateur ou un investisseur, ce qui est hyper important de garder en tête, c'est la liquidité, si tu veux. C'est est-ce qu'à un moment, tu réussis à faire ce qu'on appelle un événement de liquidité, à savoir prendre des dividendes, mais dans le monde des startups, ça n'existe pas trop. Donc, ça veut dire à un moment vendre au départ. Ou, dans mon cas, facturer tes services aussi. Euh, donc, on va distinguer tout ça. On va distinguer tout ça, mais revenons là-dessus. Un des premiers, donc déjà le premier red flag sur lequel et d'ailleurs c'était ma première vraie plantade. Euh, Premier red flag, c'est le mec ou le fondateur ou l'équipe n'est pas à 100% sur le projet et n'a pas vocation à avoir 100% sur le projet. Quand t'es au tout début, là je te parle plutôt en mode advisor, que le mec soit en train de quitter son emploi, ça s'entend. Tu vois, et que donc du coup il y ait quelques mois de battement, ok, tu vois, faut pas être arc-bouté sur le sujet. Mais un mec qui te dit ouais, je monte cette boîte sur le côté et tu vois, je garde mon CDI et de toute façon je compte garder mon CDI, c'est mort déjà. Ça, c'est tu fuis, tu mets pas un centime, c'est mort. À moins que le mec soit un repeat entrepreneur, qui soit tu vois, patron d'une grosse boîte qu'il ait lancée lui-même, et même là, ça va être le bordel. Tu vois, à moins que ce soit Elon Musk, normalement, dans 90% des cas, tu fuis. Tu sais que cette même réflexion a bloqué certains investisseurs de mémoire d'investir dans Uber au tout début, parce que je crois que le vrai fondateur de Uber, en fait, avait une autre boîte à côté, et qu'il avait prévenu les investisseurs que dans tous les cas, il ne pouvait pas être full-time. Ouais, je sais, il y a plein de mecs qui. C'est une histoire qui se raconte souvent. Travis Kalanick s'est barré. Enfin, c'est. Finissait de monter sa boîte. Alors, c'était déjà un entrepreneur. Faut quand même. C'était pas un CDI qu'il avait. Il avait monté une boîte, il l'avait vendue. Et je crois qu'il y avait une histoire de vesting. En gros, s'il se barrait, il prenait pas ce qu'il avait vendu. Enfin, il y avait un truc dans ce goût-là. Et en effet, beaucoup ont passé parce qu'il avait filé le poste de CEO à un mec en qui il avait confiance et qui. Garrett Camp, si je dis pas de conneries, qui est un très bon entrepreneur d'ailleurs, hein, au-delà de ça, mais qui en effet n'était pas le fondateur. Et beaucoup de mecs ont passé sur le deal. Comme quoi, tu vois, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais dans le cas où c'est un mec qui est salarié, qui ne veut pas quitter son CDI et qui veut faire ça sur la touche, Red flag. moi je dis red flag et à fuir. À Ok. fuir immédiatement. En fait, si on raisonne en grande masse et qu'on raisonne pas en disant oui, mais ça a marché chez Uber, tu vois, ou ça a marché chez X, euh, le sujet, c'est que sur les grandes masses et sur les stats, t'auras plus. Enfin, le nombre de mecs qui se plantent en faisant ça est infiniment supérieur au retour que tu aurais si tu tombes sur la pépite qui a suivi cette méthode. Honnêtement, voilà. Et deuxième chose, petite nuance, j'ai bien précisé, qui n'a pas de plan de passer à full time rapidement. Chez Uber, c'était clair qu'au bout d'un moment, il passait full time. Donc, il y a aussi ça, tu vois, encore une fois, sur 2, 3 mois, 6 mois, ça peut s'entendre éventuellement. Éventuellement, le temps de mettre les choses en place et le temps que le mec il fasse le switch, et puis tu as des préavis, tu as des trucs juridiques. Mais bon, quand même, premier red flag de truc qui marche pas, c'est pas full time. Alors pourquoi je te dis ça? C'est parce que le cas m'est arrivé. Encore une fois, je ne prendrai pas des conseils que je n'ai pas vus, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de red flags qu'on peut trouver sur internet et tout ça. Mais je te prendrai que des exemples, moi, que soit j'ai personnellement vécu, soit des invests proches de moi ont vécu et, tu vois, et D'accord. où je connais un peu la situation interne. Là, celui-là, moi, je l'ai directement vécu. Et pourtant, je l'ai directement vécu avec des mecs forts. Toujours pareil, je ne citerai pas la boîte parce que je ne veux pas rentrer dans ces trucs-là, vraiment. Mais avec des mecs forts, grosse expérience, déjà entrepreneurs, en plus, pour le coup, là. Théoriquement, beau projet. C'était quoi? C'était startup ou c'était business en ligne? Startup. Type agence. Startup, Non, ok. startup. Startup. Ok. Et là, plantade. Mais plantade après avoir levé des fonds et tout. Hein. Donc pas juste avec des salariés, enfin, pas juste plantade très rapide, tu vois, où il se passe rien. Non, non, plantade un peu engagée quand même. Ok. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs qu'est-ce qui se passe lorsque tu as des investisseurs
et que le fondateur leur dit, bon, bah, les mecs, c'est mort, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui se passe de manière concrète, vous, en tant qu'investisseur ou actionnaire, vous lui dites quoi? Vous lui dites, bah, si, il reste encore un peu de trésor, tu te défonces, mec. Est-ce que vous engueulez le fondateur? Est-ce que vous essayez de le remotiver? Est-ce que vous lui dites, rends-moi ma thune? Comment ça se passe? Bah non, rends-moi ma thune, tout le monde sait pertinemment que c'est impossible, que ça n'a pas de sens. Voilà. En règle générale, quand Rends-moi la cette... thune restante, pardon, excuse-moi. Ah Rends-moi oui, la thune rends-moi qui la reste. thune restante. Ça, c'est possible, ça arrive. Moi, je l'ai jamais vu faire, mais ça, je sais que ça arrive. Du style, je sais pas, les mecs, ils lèvent 1 million, il reste 100 000 sur les comptes, les gars voient que ça va nulle part, nulle part. Ok, on rend les 100 000. Mais en règle générale, là, il y a une discussion et souvent les investisseurs disent non, on continue. Enfin, entre diviser sa somme par 10 et tout perdre avec une chance de peut-être la récupérer, voire avoir une plus-value, les gars choisissent le potentiel de risque de faire une plus-value. Tu vois. Ok, très clair. Non, ça a aucun sens de. Mais donc voilà. Et puis quand souvent si l'entrepreneur, et ça on va y revenir après parce que c'est pour le coup un point positif, mais souvent si l'entrepreneur ne lâche rien entre guillemets, et encore une fois c'est un point positif pour réussir, c'est de rien lâcher. Tu te rends compte que enfin tu t'en rends compte avant, mais cette situation n'arrive que quand tu es short cash. Et donc il n'y a plus rien à rendre. Et donc tu peux gueuler tout ce que tu veux. Oui, il y a potentiellement des mauvaises réunions à passer, tu vois, mais c'est pas le pire. Le pire, en fait, les situations les plus compliquées, c'est quand tu es dans des phases où tu as des choix à faire, des vrais choix. Genre, on continue de la croissance, ou on commence à distribuer des dividendes, tu vois, ou on a une offre pour vendre, mais elle n'intéresse pas le fondateur parce qu'elle est trop faible. Mais en fait, les investisseurs commencent déjà à gagner un peu d'argent. Et eux, sur des BA, tu vois, un x2, ça leur va parfaitement. Et là, tu rentres dans des trucs beaucoup plus compliqués. En règle générale, quand ça merde, fin de l'histoire, tu vois. Alors, je sais qu'il y a toujours des mecs qui vont t'expliquer des histoires d'investisseurs giga cons tu vois, qui deviennent limite belliqueux et tout ça. En cas de grosses difficultés, non. Par contre, des investisseurs qui deviennent un peu belliqueux en cas de ok, là, il faut vendre parce que nous, on va prendre une plus-value, j'en ai rien à foutre que toi, ce soit ton bébé, ton machin. Ça, oui. Ça arrive souvent. J'en ai rien à foutre que ce soit ton bébé. Non, mais Ça, c'est c'est vrai. c'est justement la question que j'allais te poser. C'est horrible pour le fondateur en soi. Le mec, il a plein d'ambitions, il a plein d'idées. Il se voit déjà Mark Zuckerberg avec sa startup qui commence à bien marcher. Et là, les actionnaires lui disent fin de la partie. Ouais, c'est ça. C'est bon, rentre chez toi, on arrête là. Mais après, ça Horrible. dépend de comment t'as traité ton pacte, si tu veux. Hmm. Suivant ton pacte, c'est plus ou moins, ils peuvent plus ou moins te contraindre à vendre ou pas. Comme tu peux les contraindre à vendre dans certains cas aussi. Hein. Si jamais toi tu te dis, j'ai n'importe quoi, ton investisseur il veut faire x10, mais toi à x2 t'es content, tu peux potentiellement, enfin suivant comment ça a été rédigé, tu peux potentiellement forcer une vente. Donc en règle générale, voilà, ce truc-là arrive pas. Donc souvent, donc ce truc-là, moi je l'ai vécu, hein, je disais, le mec pas à plein temps, et en fait très rapidement tu as des problèmes de management, des problèmes d'implication, des problèmes de fatigue, parce que monter une boîte c'est difficile. Si en plus tu as un job à côté, c'est un enfer. Tout simplement, ça marche plus en taux horaire. Et puis à un moment, souvent, tu es bien payé ou correctement payé dans ton job. Tu te rends compte que la startup, tu vas pas être bien payé pendant longtemps, ou avant d'être payé correctement ou de retrouver ces niveaux de salaire, ça peut prendre quelques années. Et en fait, tu as des désalignements, des machins, ça marche plus, tu vois. Ça marche plus. Ok, ok, ok. Donc ça c'est pour moi Raison une. le red flag, le red flag number one. Et celui-là, tu peux facilement le détecter. Il est facilement détectable. Hein. Tu poses la question et le mec, il est bien obligé de te répondre. Et c'est assez évident si oui ou non il est là à plein temps. Donc, enfin red flag, voilà. Celui-là, moi, je le refais plus jamais. Deuxième red flag, plus improbable, enfin plus improbable. Tu vois, moins facile quand même à détecter. C'est le mec ne monte pas une boîte pour les bonnes raisons.
Le mec monte une boîte parce que il veut être entrepreneur, parce qu'il a vu que c'était cool dans des podcasts, tu vois. Il suit NBS et il se dit ah tiens ça a l'air sympa. Et là il se dit tiens je vais lancer une boîte et en fait tu te rends compte que le mec n'y connaît rien à la problématique. Je dis pas qu'il faut être passionné, tu vois, à tout prix par si tu lances un SaaS dans les RH, je comprends que tu sois pas passionné par les RH, c'est normal, c'est évident. Par contre, que tu connaisses bien ton milieu. Tu vois, je discutais un jour avec un investisseur immobilier qui passe par notre plateforme pour investir et tout. Et le mec, il me dit, mais comment t'as appris autant sur l'immobilier et tout? Comment ça se fait que tu connais si bien? Tu viens pas de l'immobilier à la base? Je vais lui dire, ouais mec, mais attends, tu me confies ton argent, encore heureux entre guillemets, tu me confies ton argent, mais encore heureux que je connaisse bien l'immobilier. Et en fait, ça, pour moi, c'est le deuxième red flag. C'est le mec, il fait une boîte, mais un peu par-dessus la jambe. Tu vois. Il n'est pas spécialement intéressé, encore une fois, passionné, c'est un autre sujet, mais il n'est même pas intéressé par le sujet qu'il traite. Pas réellement intéressé par le sujet qu'il traite. Tu vois. Il a juste vu que, ah tiens, ça pouvait rapporter de l'argent. Il a une connaissance un peu superficielle du milieu, du marché, des concurrents et ainsi de suite, des process. Il n'a pas de réseau dans le truc. Il n'a pas plus que ça envie de se mélanger avec on va dire le réseau du marché en question. Mais par contre, il lance une boîte parce que pourquoi pas, il a vu que, ou il a copycat, tu vois, une boîte US ou ce genre de truc. Ça, en règle générale, très dangereux. Moi, les meilleurs que j'ai vus, que ce soit entrepreneur et que j'ai suivi ou qui ont été suivis par des boîtes ou des BA ou quoi que je connaisse, les mecs sont à minima méga renseignés sur les sujets. Et s'ils ne le sont pas au début, parce que c'est normal, tu as une courbe d'apprentissage, tu te rends compte, à chaque fois que tu discutes avec eux, j'ai n'importe quoi, tu discutes avec eux toutes les 3 semaines, tu te rends compte que toutes les 3 semaines, le mec, il est plus fort. Bon, jusqu'à un moment, tu capes, évidemment, parce que tu peux, voilà, mais tu vois, tu te rends compte que le mec, il est méga intéressé. Tu vois, moi, je te donne un exemple, encore une fois, là, je vais me prendre moi comme exemple parce que c'est plus simple, mais moi, j'en apprends quasiment tous les jours sur l'immobilier. Et dès qu'il y a un nouveau modèle qui arrive, qu'il soit innovant, ou qu'en fait je me rende compte qu'un mec fait ce modèle-là dans son coin depuis 20 ans, mais fait un max de fric comme ça, c'est des modèles que j'étudie immédiatement. Je sors de rendez-vous et je me dis, mais putain, je savais pas que ce truc-là existait. Boum, je me renseigne, je passe 2-3 coups de fil. Ok, j'ai compris le truc, tu vois. Je l'ajoute à ma panoplie. Peut-être que j'en ferai jamais rien de ma vie. Mais je sais de quoi ça parle et je sais comment ça fonctionne, tu vois. Je À serai jamais part, aussi. à Ouais. part si finalement c'est la thèse de la boîte. Une boîte comme Rocket Internet, alors forcément ils ont une très bonne connaissance du marché à chaque fois, mais eux leur thèse c'est pas de dire on va être passionné par un marché, leur thèse c'est de dire on regarde ce qui cartonne ailleurs, on va juste dupliquer le truc comme des Google sur un autre marché, on va essayer de le faire grossir le plus rapidement possible, et ensuite on va essayer de le vendre à la boîte d'origine. Est-ce que c'est des personnes qui sont passionnées par la problématique qu'ils règlent? Je pense pas. Est-ce qu'ils sont obligés de bien connaître leur marché? Forcément. Mais ça part pas d'une envie de solver, de résoudre une problématique spécifique. On est entièrement d'accord. Hein. C'est pour ça que j'ai enlevé le mot passion. Parce que Ok. le truc de, tu vois, passion, machin, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a des mecs qui sont pas passionnés. Encore une fois, Rocket Internet, c'est un parfait exemple. Je les connais pas, mais je suis sûr d'une chose. C'est que c'est des monstres chez Rocket Internet. Je suis sûr que c'est des barjots et je suis sûr qu'ils connaissent aussi bien, voire mieux les marchés que la plupart des entrepreneurs qui se disent passionnés. Parce que les mecs sont des bourreaux de travail, parce que les mecs ont un réseau à qui ils peuvent poser toutes les questions nécessaires et je suis à peu près certain que quand ils se lancent dans un truc, ils posent toutes les questions nécessaires. Enfin, je ne crois pas une seconde que les mecs soient sous-informés sur les marchés qu'ils attaquent. Honnêtement, j'y crois pas une seconde. Et en plus, Rocket Internet a une espèce de particularité qui est leur vrai marché, c'est de débiter du product. Donc ça veut dire que Rocket Internet, avant d'être spécialiste du marché en question, est à minima spécialiste de lever des fonds, développer des products, gérer des équipes tech, gérer de la croissance, du scaling en gérant des équipes on va dire de back-office et de support et ainsi de suite. Et des experts de l'exit de j'ai déjà tous les contacts pour aller taper le leader mondial et lui revendre ma boîte. Donc si tu veux, tu as déjà une expertise qui est complètement déconnante, si tu veux.
Quand je vois des mecs, l'autre jour, j'ai quelqu'un qui me contacte pour monter une startup. Pas de chance dans l'immobilier, donc que je connais un peu bien, je crois. Et en fait, le mec me pitch un truc et le mec me dit, ouais, ça se fait pas ailleurs, ça existe pas. C'est révolutionnaire. Non, mec. En fait, ce que tu fais n'est pas révolutionnaire. Et il dit, ouais, il suffit de. Et après, tu vois, des poncifs, genre, il suffit de facturer 300 euros par mois par client. Et en fait, dans 5 ans, on fait 30 millions. Facile. Oui. Mais en fait, facile. Et en fait, tous les mecs qui ont essayé de faire ce modèle-là, ils se sont plantés. Mais non, personne n'a essayé. Si, est-ce que tu as regardé telle boîte qui sont mortes il y a 2 ans? Ah bah non, je connaissais pas. Bah, reviens, tu vois. Reviens plus tard. T'es pas, là, ça marchera pas. Et en fait, c'est même pas être méchant. C'est juste se rendre compte que si tu lui dis, ah ben très bien, je vais t'accompagner, top, et éventuellement je te file du fric, ou je te fais rencontrer des gens qui vont te filer du fric si les montants sont nécessaires, sont largement supérieurs, bah en fait, tu l'envoies juste au casse-pipe. Les investisseurs iront pas, ou si les investisseurs y vont, ils seront très très frustrés de se rendre compte qu'en fait, t'es loin des bases. Et le mec, tu vas l'envoyer au casse-pipe parce que ça va être difficile. Il va quitter, par exemple, typiquement, il quitte son job. Il se rémunère pas assez. En fait, pour lui, ça marche pas. Il se rend compte qu'il arrive jamais à passer le truc. Et puis, il se retrouve à devoir fermer une boîte. C'est toujours très difficile à la fois pour l'ego, pour plein de trucs. Et puis, t'es pas payé pendant longtemps. Et puis, éventuellement, si t'as déconné, t'as des dettes. Enfin, voilà, tu peux avoir des dettes ou des trous ou des machins. Tu vois, enfin, vaut mieux dire non, reviens plus tard, tu vois. Reviens quand tu auras fait le job. Et ça, c'est méga important. C'est méga important, c'est connaître ton marché, savoir où tu vas, être sérieux dans l'approche. Si t'es pas. Et c'est Jean de la Roche-Brochard, tu sais, qui le disait sur le podcast de Maxime Blondel qu'on a reçu là, il y a un mois et demi. Et qui disait maintenant, aujourd'hui, si t'es pas world class et qu'en plus tu t'arraches pas, oublie en fait. Il y a trop de monde sur la ligne. Enfin, tu vois, nous, ça fait longtemps qu'on y est et j'ai l'impression qu'on s'arrache comme au premier jour, quoi. Et les week-ends, je les passe à apprendre des trucs sur l'immobilier ou domaine connexe, évidemment. Je relis pas 40 fois les législations, faut pas être débile non plus, tu vois. Mais ou des domaines connexes qui me permettent d'avoir des idées, qui me permettent de développer, qui me permettent de structurer un modèle, qui me permettent de bien comprendre mes clients. Et tes clients, ils changent. Et les trucs que tu faisais il y a un an, il faut les faire un peu différemment parce que le marché change de plus en plus vite. Bon, en plus, en immobilier, il y a eu un marché très compliqué ces dernières années. Donc, tu as un marché historique très compliqué, un marché de la tech et on va dire, de la disruption ou de l'innovation qui répond à des codes différents. Essaye de faire matcher tout ça. C'est très difficile. Si t'es pas intéressé, c'est dead. Oublie, tu vois. Si tu te rends compte, donc pour répondre parfaitement à ta question, tu fais un rendez-vous avec un fondateur. Tu te rends compte que le mec, il n'est pas intéressé. Ou tu te rends compte que tu en sais plus que lui sur le marché, quand bien même c'est pas un marché que tu connais parfaitement. Là, j'étais un peu biaisé sur le truc de l'immobilier parce que c'est mon marché, mais un mec vient, te dit, tiens, je te pitch un truc sur le Web3 et tu te rends compte que le type, tu en connais plus que lui en Web3 alors que toi, c'est pas que ton seul marché, tu vois. Fuis, quoi. Fuis parce qu'il y a 0% de chance que le mec réussisse. S'il est même pas capable, tu vois, de bien connaître le marché, d'y être intéressé à minima, t'es mal barré. Ok, donc même si le mec est passionné, ou du moins a l'air d'avoir cette énergie, même si son idée elle est smart, et que toi qui connais mieux le marché que lui, eh bien tu te rends compte qu'en effet l'idée a du potentiel, mais que tu te rends compte que tu as plus d'expérience que lui et qu'il connaît pas aussi bien le marché que toi, pour toi c'est quand même un red flag. Oui, pour répondre à ta question là, telle que tu viens de le dire. Alors oui, la réponse est oui. Et puis, si vraiment l'idée est extrêmement smart au point que je me dise putain, personne l'a vu, ce qui est quand même très rare. Hein. Je sais pas. Enfin, on discute tous les deux avec beaucoup d'entrepreneurs. C'est rare qu'il y ait un mec où je me dise, et ben moi le premier, je me mets moi-même dans le truc. Putain, ce qu'ils font, c'est méga smart. Avant d'avoir commencé, j'entends.
putain, c'est méga smart, personne n'y avait pensé, il y a zéro concurrent. Et le mec est pas très bien renseigné sur le marché. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup de trucs que tu dois additionner. En règle générale, les mecs, quand ils reviennent, ils arrivent et qu'ils sont pas bien renseignés sur le marché, déjà l'idée, il y a des trucs qui accrochent à droite à gauche. Ça veut pas dire que le fond est pas plus ou moins smart, mais tu as déjà des trucs qui accrochent, tu vois. Alors, évidemment, en consumer, par exemple, c'est peut-être que tu as le droit un peu plus à du try, tu vois. Enfin, quand tu fais du professionnel, quand tu vends un truc, moi, à des promoteurs ou tu vois, à des grandes boîtes de cosmétiques ou ce genre de choses, t'as moins le droit à l'erreur sur qu'est-ce que t'apportes que peut-être, tu vois, une boîte comme Biril où au début certains auraient dit ah non c'est nul, c'est débile et finalement en fait ça a marché parce que tout un paquet de trucs, en fait t'as capté un truc, tu vois, t'as peut-être un peu moins de knowledge. Par contre, tu as une difficulté d'exécution qui, à mon avis, est plus grosse et une difficulté de vente qui, après, est plus grosse. Mais peut-être qu'au début, tu peux te lancer un peu plus la fleur au fusil et finir par réussir à faire un truc. Encore que c'est des modèles auxquels moi je touche pas. Donc, je serais très embêté tu vois, de donner mon avis là-dessus parce que j'y touche pas. Donc, je sais pas à quel point le knowledge de base est important. Donc, si on résume, un, le mec n'est pas full-time, ou la femme n'est pas full-time, et deux, manque de connaissance du marché. Donc c'est deux. Là, tu les classes par ordre d'importance, j'imagine. En un et en Je 2, les c'est les classe deux. par ordre sur lequel ils me viennent, pour être Ok. honnête avec toi, mais en fait, quelque part, je te les classe sur les plus faciles à détecter aussi. Ok. Pas full time, c'est très facile à détecter. Le mec est pas knowledgeable, tu vas mettre un peu poil plus de temps à détecter. Troisième point alors. Troisième red flag. Troisième point, le mec a des raisonnements dangereux. C'est quoi un raisonnement dangereux? Dis-moi. Le fameux. Alors, ça peut venir du truc d'avant, c'est-à-dire mauvais knowledge. Mais t'as des mecs qui ont des bons knowledge, qui connaissent bien le marché, tout ça, avec un raisonnement dangereux. Genre, mais c'est facile, si les mecs payent 300 balles par mois multiplié par 1 million de personnes, bon ben moi je vais toucher, alors en règle générale, 1 ou 10% du marché. Ou alors le fameux, je t'ai fait deux hypothèses, une haute, une basse. La hausse, j'ai 10% du marché, on fait 300 millions. La basse, j'ai 1% du marché et on n'aura pas moins de 1%. Ben si. Si, il y a plein de marchés où tu auras moins de 1%. Il y a plein de boîtes où tu n'arriveras pas à trouver un product market fit et donc tu n'arriveras pas au 1%. Et tu as des boîtes où en fait tu vas te rendre compte que le pricing, lui, il n'est pas bon, donc tu vas devoir le descendre ou l'ajuster ou voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas tous tombés dans le piège de cette branlette intellectuelle de dire mais en fait mon produit si je le vends faire les calculs sur le téléphone portable pour essayer de se projeter. Est-ce que c'est pas après il y a une différence entre le faire pour de l'autosatisfaction et le faire face à des investisseurs pour essayer de pitcher la chose, je suis d'accord avec toi. Mais moi personnellement je l'ai fait sur tous mes projets ça. Mais À moi attention, hein, directement. toutes les erreurs dont je te parle là, euh, non seulement j'ai investi sur des gars qui l'ont fait, et en plus, certaines, je les ai faites moi-même. Alors moi, j'avais la chance à l'époque d'être étudiant, donc j'avais pas le problème numéro un. Et pour le coup, j'étais très vite très intéressé, donc je suis très vite devenu knowledgeable. Mais potentiellement, les premiers invests qui m'ont rencontré se sont dit, mais il est pas knowledgeable sur l'immobilier, c'est un con. Et en fait, le seul truc, c'est que quand je l'ai rencontré 3 semaines plus tard, ma force, c'était de leur dire, ouais, mais je suis 2 fois plus fort. Donc si vous mettez du fric maintenant, imaginez dans 5 ans. Ça, je pense que ça a été la force. Mais les erreurs, on les fait tous. Et celle-là, on l'a tous fait en mode, on se fait des projections en mode, ouais, ça passe, t'inquiète. Et en fait, non, ça passe pas. Et donc ça, c'est le premier raisonnement dangereux. Mais il y en a plein d'autres, des raisonnements dangereux. Le fameux, ouais, dans une startup, il faut cramer 40% sur le marketing, 20% sur le people et 40% sur la tech. Et en fait, le mec, son raisonnement, c'est pas si on me donne 1 million, comment je l'investis pour que ce million, en fait, ait une valeur de 2, 3, 5, 10, 50, ou comment ce million amorce mon cash flow et donc me permet d'être dans le meilleur des mondes rentable ou à minima d'augmenter mes revenus et ainsi de suite.
Ou tout autre, tu vois, truc du style, même si tu vas pas dans ces raisonnements-là, tu te dis, ok, ce million, je l'investis pour avoir un retour, et ce retour, je le piloterai en fonction de la réalité. Non, il y a des mecs, on leur a dit en école de commerce, ouais, il y a des ratios. Le gars, il applique le ratio jusqu'au bout, tu vois. Ça, quand un mec me dit, ouais, moi j'applique les ratios parce que c'est comme ça que ça se passe, et des fois, ils ont le chic de te dire, ouais, mais regarde, Airbnb, ils ont appliqué ce ratio-là aussi, hein. Oui, mais Est-ce enfin bon, si c'était si simple que ça, Je comprends pas ça, c'est un peu, enfin, ça me paraît un peu simplet comme raisonnement. Il y en a vraiment qui ont l'argent et qui disent quoi qu'il arrive, je regarde pas les autres chiffres, je regarde pas la réalité. C'est dans mon cours de marketing, on m'a dit 40%, je mets 40% et je pense. Ou, j'exagère, je grossis le trait, hein, évidemment. Mais au moment de lever, il y a des mecs, je te dis pas que au bout d'un moment, quand ils voient qu'ils n'ont pas de résultat, ils réagissent pas. Je te dis juste qu'ils partent avec la mauvaise idée et donc qu'en règle générale, deux entrepreneurs avec la même idée et le même budget vont mettre plus de temps à pivoter. L'autre, enfin celui qui est parti sur l'idée de voilà mes ratios, je les applique, mettra plus de temps à pivoter. Parce qu'il faudra qu'il se prouve que réellement ça marche pas. Alors que l'autre va se dire oh putain ça marche pas, vas-y je bouge immédiatement. Et la capacité, enfin au début la capacité à bouger, elle est, primordiale. Je trouve qu'elle est surévaluée à la fin. Mais ça, c'est pour une autre vidéo peut-être, mais elle est surévaluée à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même arrêter de bouger et se dire, ok, je suis sur un truc, je le tabasse. Ça, c'est hyper important de pas, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il faut toujours continuer à innover. Mais si tu micro-pivotes tous les jours, tu finis par te prendre les pieds dans le tapis, tu vois. Ça, c'est. Moi, j'ai toujours. Quand les trucs sont lancés et commencent à marcher, moi, c'est un truc que j'ai pas encore complètement élucidé. C'est à quel point rajouter des nouvelles activités, ce que moi j'ai beaucoup fait à une époque et ce que je fais beaucoup moins maintenant. C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé un truc qui a fonctionné, le tabasser jusqu'à l'os, quitte à laisser des opportunités sur le côté de la route et le savoir. Mais ne pas trop pivoter, ne pas trop changer de truc, tu vois, ne pas trop. Aujourd'hui, nous, je te donne un exemple, mais il y a tu sais, en gros, on a des incentives pour les gens qui nous apportent du business, des dossiers. De l'affiliation, en gros, si on veut. Plus ou moins. Et ben ça, on le paye beaucoup trop cher. Parce qu'au début, on a tabassé pour grossir vite. C'était une bonne idée, ça nous a permis de le faire. Rationnellement, on pourrait baisser le truc. Mais c'est-à-dire qu'il faudrait réexpliquer à tout le monde, refaire signer des conventions, s'assurer que tout le monde a bien compris, s'assurer qu'il n'y a pas des contrats legacy qui, tu vois, ne rentrent pas là-dedans. On le fait pas. Oui, alors nous on a l'avantage d'être rentable et que c'est que des pourcentages de ce qu'on gagne. Donc si tu veux, à la fin on peut pas se retrouver en négatif en mode on a investi de l'argent et on sait pas où il est. Donc notre modèle est assez cool pour ça, mais notre rentabilité est un peu attaquée par ces trucs-là. Je dis pas que dans 5 ans on le fera pas. Je dis juste que on a striké un truc avec beaucoup de gens, on s'y tient. On prend pas le risque de bouger pour améliorer un truc et se dire ah oui mais maintenant en fait ça va. Non, tu vois, on reste dessus. Mais au début par contre t'es obligé de pivoter vite. Et le mec qui pivote pas vite, et donc le mec qui se base sur des ratios, qui a ce que j'appelle les raisonnements dangereux, lui il risque d'être trop arc-bouté, de pas bouger assez vite, et s'il bouge pas assez vite, il augmente son risque de chance de. Enfin, non, son risque de foirer, quoi. Et ça, toi, t'en as eu beaucoup des personnes qui ont foiré parce qu'ils n'ont pas pivoté assez vite? Ou au contraire des personnes qui ont foiré parce qu'ils ont trop pivoté? Ou pas? Des personnes qui ont foiré parce qu'ils ont trop pivoté, j'en ai. Enfin, en fait, j'en ai pas. C'est pas seulement ça qui a amené le truc, si tu veux. C'est que à force de trop pivoter, ils se sont un peu noyés, mais si tu veux, il y avait d'autres problèmes qui laissaient penser qu'il fallait potentiellement pivoter et c'était pas aussi clair. Par contre, des mecs qui se sont entêtés sur un truc qui ne fonctionne pas, en règle générale, à un moment, dans tous les autres trucs qui n'ont pas fonctionné, c'est toujours un truc qui revient. Je te prends un exemple, là pour le coup très concret.
Moi, j'ai déjà bossé avec des fondateurs très entêtés sur leurs idées et très entêtés sur la manière d'arriver à cette idée, si tu veux. Et une très belle boîte que j'avais en portefeuille, que j'ai plus, a eu ce problème-là. Incapacité complète à pivoter. Incapacité complète à ce qu'il y ait une vraie remise en question. Et en fait, le truc est parti dans le mur. Et, Alors que je suis ouais. persuadé que la boîte était sauvable autrement. Et toi, quel était ton rôle là-dedans? Est-ce que tu as mis le warning, tu as essayé de les prévenir? Comment est-ce que tu peux, si tu vois la chose, déjà, est-ce que tu as vu la chose arriver ou pas? Mais lorsque tu vois la chose arriver, qu'est-ce que tu vas leur dire? À quel point est-ce que tu vas leur dire de manière euh, agressive? Au début, j'imagine que c'est très cordial, c'est très bienveillante. Sachant que tu as des billes à l'intérieur, est-ce qu'au bout d'un moment, tu leur dis cash, les cocos, là, vous déconnez, vous voyez pas l'éléphant dans la pièce? Peut-être que en fait vous devriez pas vous poser de questions et faire ça et juste tabasser. Ça t'est arrivé? Comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça? Non, pour être très honnête avec toi, déjà, je suis jamais agressif et je suis en règle générale toujours plutôt bienveillant. Et deuxième chose, je me permets pas de donner un conseil quand moi je connais pas rapport au truc précédent. C'est-à-dire que je vais les aider à réfléchir sur les méthodes de réflexion. Mais là, il s'avère que c'est un truc où j'avais été séduit par l'idée, mais auquel moi, en tant qu'investisseur, je ne connais absolument rien. Donc, je m'étais juste basé sur une équipe qui me semblait très compétente, et qui l'est hein, intellectuellement, qui avait un bon track record, et donc tous les voyants étaient au vert. Euh, mais les mecs étant arc-boutés, moi, si tu veux, je me suis douté du truc, on en a parlé, mais j'ai jamais tiré la sonnette d'alarme parce que je me suis dit, ok, ils maîtrisent leur truc, je dois avoir des blind spots que je vois pas. Et on en a discuté plein de fois. Plein de fois, quand tu me poses certaines questions, je te dis, je te dis ce que je pense, mais je te dis, j'ai peut-être un blind spot. Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Parce que je connais pas tous les marchés et parce que quand je connais pas bien, je le dis immédiatement de manière à ce que la seule chose qui soit prise en compte, c'est la manière dont j'essaye de raisonner et d'arriver au problème et absolument pas la finalité du truc. Et donc j'ai fait la même chose et non, j'ai pas mis de stop, j'ai pas mis un vrai stop du style, voilà. Et puis en plus j'étais giga minoritaire, donc avec le zéro capacité de le faire. Donc c'était pas mon rôle et malheureusement j'ai pris ma paume comme tout le monde. Si, Euh, si on résume les trois choses, alors du coup, il y a l'absence de focus, de plein temps plutôt, il y a l'absence de bonne connaissance du marché, et troisièmement, il y en a quatre du coup, troisièmement, il y a aussi les petites phrases. On va devenir milliardaire, t'inquiète, parce que on va réussir à vendre à 29 euros à 36 millions de personnes. Et le quatrième point que tu as dit, c'est les personnes trop entêtées, c'est ça? Qui refusent de pivoter ou qui pivotent trop. Ouais, alors ça faisait partie du style, ça c'est ce que j'appelle les gros warnings, tu vois, les raisonnements un peu dangereux. Je l'avais mis sur l'histoire des ratios, mais en effet oui, ça en découle. Les personnes trop arc-boutées, c'est compliqué. Et juste, je viens d'y penser, dans le sens inverse, je l'ai jamais eu sur une startup, mais je l'ai eu sur des agences. Les agences, quand tu pivotes trop, et que tu dis tiens aujourd'hui on fait ça, ah mais en fait on pourrait faire ça, ah mais il y a une opportunité, en fait on fait ça, là tu te mets dans la merde. J'y avais pas pensé, mais on a déjà eu des cas de figure comme ça. Je te donne l'exemple inverse de quelque chose qui réussit vachement bien. C'est Mathis, que tu as eu au téléphone ou par message il y a quelques jours, qu'un jour il faudra qu'on invite dans le podcast, et qui a lancé l'agence Short. Il a une offre, un pricing, et il la tabasse à l'infini. Je crois il a maintenant lancé une nouvelle offre, très récemment, il y a 2 semaines. Ouais, mais au bout de 2 ou 3 ans de boîte, avec je veux pas dire ces chiffres, je sais pas si il les communique, donc voilà, mais Si. Oui. plusieurs millions, je crois, de chiffre d'affaires. Enfin, euh, avec une connaissance du marché, une base client établie, des mecs qui recommandent et ainsi de suite. Ok, il lance une autre offre, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, c'était une offre unique, tabassée à l'extrême. Et force est de constater que le garçon est très bon. Et ça, des exemples comme ça, il y en a plein, hein. Et il y Un en a seul plein. produit, un seul canal d'acquisition, généralement, c'est les choses les plus simples
le plus simple de l'exécution. Plus c'est Et complexe, plus c'est casse-gueule, hein. ouais, c'est ça. Et quand tu commences à vouloir faire plein d'offres, alors on a l'offre A, B, nanana, mais on peut aussi faire ci et ça et machin, et au bout d'un moment, tu te prends les pieds dans le tapis. Tu vois. Ouais. Je te dis pas, toujours pareil, on va trouver des contre-exemples. Hmm. On va en trouver des contre-exemples, tu vois. Nous, quelque part, Will, on est une sorte de contre-exemple, même si on l'a découpé différemment, puisque on a des filiales avec un patron qui ne défend que son truc, et quelque part, moi, j'en vois au bon endroit. Mais on pourrait être une sorte de contre-exemple, mais la plupart du temps, ce qui marche, c'est, tu vois, tu fais simple. Et donc, trop pivoter, surtout sur. Pour moi, l'agence, c'est vraiment le truc où si tu pivotes trop, tu te prends les pieds dans le tapis. Parce que du coup, tu as des clients mécontents, parce que tu peux pas trop productiser les trucs. En tout cas, jusqu'à maintenant, tu pouvais pas trop productiser les trucs. Donc, tu te retrouves à devoir gérer plein de mecs, un carnet de commandes qui a plus aucune gueule. Enfin, tu vois, ça devient compliqué en termes de process et ainsi de suite. Ouais. Ok. Est-ce que tu as, d'autres points à ajouter sur ça? Est-ce qu'il y a aussi des points d'un point de vue de la psychologie du fondateur, au niveau de l'ego par exemple, au niveau de l'énergie? Ah ouais. Oui. Bah, un mec qui a pas d'énergie. Alors, l'ego, je pense pas. Je pense pas parce que t'as des mecs gigatarés qui réussissent, t'as des mecs. Ça c'est pas un red flag ou pas. Le mec peut être complètement insupportable et un entrepreneur génial. Ça peut être un mec complètement effacé et être un entrepreneur génial. Un mec calme et un entrepreneur génial. Un mec hyper actif, un entrepreneur génial. Ça, moi j'ai vu plein de profils différents. Alors, par contre, il y a bien des trucs qui, pour moi, ne sont pas des red flags, c'est le côté psychologique du mec. À moins que le type soit complètement psychopathe, ou tu vois, des trucs complètement givrés, genre mythomane, ou je sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Moi, ça, pour moi, peu importe la personnalité de la personne, t'as des mecs qui réussissent partout. Les études, c'est pas parce que t'as fait HEC ou je sais pas quoi que tu vas mieux réussir que quelqu'un qui a pas fait d'études. Enfin, t'as des entrepreneurs géniaux qui ont fait zéro études. Enfin, ça pour moi, ça rentre pas du tout en compte. Le type de marché, ça rentre pas en compte parce que t'as des mecs sur des marchés mais improbables qui réussissent des trucs incroyables alors que tu te dis mais attends mais c'est un marché complètement nul ou alors à l'inverse ce marché est gigantesque c'est génial et tout ça et en fait tu te rends compte que c'est extrêmement compliqué et du coup tu vas pas au bout des choses. Donc tout ça pour moi c'est pas des trucs. Le seul truc c'est si le mec n'a pas d'énergie. En effet, au sens tu sens que le mec est mou. Que le mec soit effacé, discret, timide, c'est pas des sujets. Mais un mec mou, un mec qui a pas de drive, ça c'est dead par contre. Ok, donc c'est En tout cas, intéressant. pour moi, c'est dead. Pour toi, une personne molle qui a pas d'énergie, c'est une personne qui a pas de drive. Bah, faudra m'expliquer comment tu combines les deux, quoi. Parce que quand t'as du drive, ça t'anime. Et quand t'es animé, t'as de l'énergie. Ok. Tu vois, enfin, je te donne un exemple. Quand on est dans le sanctuaire, il y a que des entrepreneurs. Ils sont différents tous. On est tous différents un peu dans la manière dont on fonctionne et ainsi de suite. Pour autant, il y en a, à ma connaissance, aucun qui est mou, tu vois. Qui, en mode, ouais, on s'en fout, on verra plus tard, tu vois. Ah, ouais, si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, on s'en branle. Tu vois, personne ne dit ça, tu vois. Et alors, encore moins, j'ai envie de te dire, encore moins dans l'écosystème VC où tu commences à demander des investisseurs ou ce genre de trucs. On verra si ça passe, il n'existe pas. Ou alors en mode sur un truc bien précis, genre ok on prend un risque de dégénérer, on est tous au courant, on va se battre jusqu'au bout, mais peut-être que ça peut ne pas passer parce qu'on fait un truc de fou furieux. Bon ben là ok, mais c'est une approche différente de voilà. Non, t'es obligé d'avoir des mecs qui, et c'est ce que je disais. Pour moi, à l'inverse, si tu m'avais posé la question dans le sens inverse, qu'est-ce qui te donne, quel est le plus gros, euh, la plus grosse assurance que tu as sur la réussite de quelqu'un, c'est un mec qui n'abandonne jamais.
C'est le truc qui t'assure au mieux contre les échecs. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui disent je n'abandonne jamais, mais il y en a très peu qui le font réellement. Des personnes qui s'y tiennent, qui ne bougent pas, qui pivotent le temps qu'il faut et qui. Et je trouve que le fait de ne pas abandonner, ça rejoint un peu la fiabilité de la personne, de l'humain en face de nous. Une personne fiable, c'est une personne qui va dire non mais en fait, la question ne se pose pas, je n'abandonne pas, je ne lâcherai pas, on va réussir. Et toutes les personnes qui pensent qu'on ne va pas réussir, ça dégage, quoi, ça part, hein. Exactement. Et donc, les gens qui abandonnent pas, ils ont déjà fait, j'en sais rien si c'est la moitié, le quart, le dixième, on s'en fout, mais ils ont fait la moitié du chemin, si tu veux. Après, il peut leur tomber plein de trucs sur la gueule. Oui, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de marché. Oui, mais le mec qui abandonne pas, Il va je trouver. dis le mec depuis tout à l'heure, mais le mec ou la fille qui n'abandonne pas, évidemment, hein. Enfin, voilà. Tu sais, alors, Je- petite parenthèse, il y a 97% d'hommes qui nous écoutent. 97%. Et donc, si les personnes qui nous écoutent, vous pouviez partager le podcast à des femmes, des entrepreneuses, des personnes qui veulent entreprendre de sexe féminin, bah, n'hésitez pas, parce qu'on va bien pouvoir être aussi écouté par un peu plus de femmes. Je pense que ça pourrait être pas mal. 87%, hein, c'est énorme, mec. Ouais, c'est énorme, ouais. C'est peut-être parce que justement, je dis les mecs, machin. Donc, Et non, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'inviter sur le podcast des femmes, et je pense notamment à Clara Gold, ce type d'entrepreneuses qui sont exceptionnelles, qui inspirent oui. beaucoup, je pense. Ah, Et si elle fait partie des 3% qui nous écoutent, elle est la bienvenue. et bien, et ouais, bien sûr, d'ailleurs, de manière générale, hein, homme ou femme, si vous entreprenez, si vous êtes passionné, si vous êtes spécialisé et que vous souhaitez passer dans le podcast, envoyez-nous un message. Nous, on est hyper friands d'écouter des personnes passionnées qui veulent parler de leur thématique, de leurs projets, de leurs passions, de leurs idées de business. Ça peut être très pertinent. Donc voilà, envoyez-nous un message si vous voulez. Regarde, je vais te donner un exemple qui est probablement le pire exemple que je puisse te donner, mais qui prouve le truc. L'entrepreneuriat, celui qui est vraiment, tu vois, passionné par ça, il abandonne jamais. Regarde, par exemple, Oussama Hamar. Oussama Hamar, il est entrepreneur depuis tout le temps, il fait The Family, ok, il est au top du game, donc, enfin, au top du game. En tout cas, médiatique, machin, très bien. Il vit ce qu'il vit. Je suis pas là pour savoir s'il a fait un truc bien ou mal, ou voilà, mais il lui arrive ça. Sa réponse, ça n'a pas été d'aller se planquer et de devenir le consultant du consultant d'un mec. Il aurait pu. Il va dans n'importe quel autre pays où il n'y a pas de bataille juridique. Il se cache un peu, il conseille des mecs, il fait jouer son réseau, il aurait fait de l'argent, il disparaît, tranquille. Non, lui, le mec, il continue. Il remonte des trucs. Il recrée et puis il se bat en essayant d'expliquer que non, en fait, il a raison. Encore une fois, je sais pas jusqu'où ça ira. C'est un mauvais exemple dans le sens où là, il y a potentiellement un truc pas bien qui s'est passé, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un vrai entrepreneur. Et c'est pareil sur, regarde un mec comme Brian Johnson. Brian Johnson, il pouvait très bien, avec ses 800 millions de cash out, vivre jusqu'à la fin de ses jours. Alors, mauvais exemple, parce que lui, il veut pas qu'il y ait de fin de ses jours, mais voilà. Mais vivre très longtemps, placer le truc, s'investir ses 2 millions d'euros par an en scred pour s'assurer que non, il continue. Il continue, il continue, il continue. Regarde Warren Buffett. Warren Buffett, 95 ans ou un truc dans ce goût-là, il est passé par toutes les crises possibles. Il est toujours à la barre du truc. Il aurait pu arrêter 1000 fois. Et puis, ça, je te donne cet exemple-là de mecs qui ont méga bien réussi. Mais je suis sûr qu'on peut trouver des mecs qui ont fait des exits à 5, 10, 15 ou millions, ou tu vois, ce genre de truc, et qui en fait, mais 1000 fois auraient pu arrêter. 1000 fois auraient pu arrêter, mais en fait, ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont continué. Ce qui est sûr, c'est que quand t'arrêtes, t'arrêtes. Tu te Bah, dis, j'arrête, je prends un taf en CDI. toi, tu es aussi un bon exemple de ça, je trouve, puisque la première année était quand même pas facile, hein. Jusqu'au moment où Ah, tu as mais, réellement réussi à trouver le business model, au début, c'était bon, est-ce qu'on va? mais nous, on a eu plein de problèmes.
plein de problèmes. Enfin, plein de fois. Et puis, il y a eu les problèmes de trouver des business models au départ, ce qui est vrai, et on aurait pu arrêter, et certains dans l'équipe ont arrêté. Mais après, il y a eu des problèmes d'ordre, tu vois, c'est long, c'est chiant, c'est compliqué, c'est des process méga, méga, méga longs avant de toucher l'argent. Enfin, on aurait pu vendre au milieu et voilà, on aurait pu arrêter, on aurait pu, tu vois, se plugger à un grand groupe qui réalise pour nous et nous, on est juste, tu vois, en mode consultant et on aurait peut-être très bien gagné notre vie. Enfin, on aurait pu arrêter 1000 fois, tu vois. Enfin, je pense que la plupart des boîtes dans lesquelles j'ai investi et qui ont arrêté auraient pu s'en sortir si elles avaient continué. J'en vois qu'une. Je réfléchis, hein, mais je n'en vois qu'une qui était. C'était obligatoire. Enfin, fallait arrêter parce que sinon c'était casse sociale. Enfin, c'était un problème. Tu vois. Et là, c'est tu vois, c'est la fin de la partie, la vraie. Genre, c'est pas possible autrement. Sur les autres, elles auraient pu continuer. Et il y en a beaucoup qui auraient marché. Hein. Enfin, qui auraient survécu et qui auraient donné quelque chose, je pense. Qui auraient à minima pu donner des exits corrects. Et d'ailleurs, celles qui ont poussé un peu plus, même quand des fois l'exit n'a pas été extraordinaire, l'exit a été correct. Donc, plus de temps. Et puis, il y a un autre truc, c'est que tu avances très vite en entrepreneuriat, si tu es curieux, machin. Et donc, voilà, les mecs qui en arrivent là, en général, ils sont à minima curieux et tout ça. Et donc, en fait, plus tu laisses passer de temps, plus tu progresses. Donc, plus tu as de chances de pouvoir te sortir de tes problèmes. Et ouais, voilà. Ok, bah je crois qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour, on a bien fait le tour. Euh, Ce que je retiens le plus finalement, c'est le dernier point. Euh, Parce que tu vois, une personne qui... Alors, mis à part le premier point qui est pas full-time, je suis d'accord avec toi, généralement c'est les personnes qui ne veulent pas réellement devenir entrepreneur, en tous les cas, les personnes qui ne sont pas full-time. Euh, mais tu vois, une personne qui connaît pas bien son marché, mais où tu sais que le mec il va rien abandonner, tu vois, moi je me dis, mais c'est pareil, il va se planter, mais il va pas abandonner. Il va apprendre, il va pivoter. Et d'ailleurs, on va avoir le plaisir d'accueillir Maxime Barbier dans le podcast dans les prochaines semaines. Et pour le coup, euh, c'est l'exemple parfait de ce qu'on vient de dire. Le mec, il a pivoté, je crois, pendant 2 ans et demi, 3 ans, en faisant zéro thune, mais vraiment 0 € encaissé. Il avait levé, je crois, 1 ou 2 ou 3 millions, et il est arrivé à sec, et il n'a pas lâché. Et jusqu'au bout, même ses investisseurs lui ont dit, bon, est-ce qu'on continue ou pas, ou est-ce que tu nous rends l'argent? La question s'est posée pour lui. Ils se sont dit, bah, on tente une dernière chose. Et là, on s'en fout, on veut encaisser maintenant. On n'a plus le choix d'attendre. On encaisse maintenant. Il a testé quelque chose, ça a fonctionné. Et ensuite, la question, c'est de se dire, ok, est-ce que maintenant c'est scalable? Il a vu que ça pouvait être scalable. Boum! En 1 an et demi, je crois que là, ils sont à 15 millions de ARR, si ce n'est 18 millions de ARR, mais bon, il nous le dira en live dans les prochaines semaines. Donc ouais, Non, mais ouais. ça c'est génial si tu veux. C'est incroyable parce que lui c'est vraiment l'exemple du ne rien lâcher, même quand beaucoup de gens ont arrêté d'y croire. Lui, il y a quand même un truc, tu vois. Alors qu'en plus, de mémoire, si je dis pas de conneries, mais il nous le répétera, mais je crois qu'en plus, il avait vendu une boîte avant, à TF1 ou un truc comme ça. Minute Buzz. En fait, il avait vendu Minute Buzz, je crois qu'il s'était fait quelques millions. Il menait un peu la vie de rêve finalement de son côté. Et puis il le raconte très bien dans son blog, hein. Et puis après, il s'est dit bon, moi je fais plein de trucs trop cool, je vois plein de personnes qui sont déprimées et qui ne vivent pas leur vie de rêve chez eux. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et du coup, de base, Tamleft, en gros, c'était juste une application pour rencontrer des personnes qui ont déjà vécu euh, une expérience exceptionnelle qu'on aimerait bien vivre. Par exemple, courir 100 km. Par exemple, faire de la plongée sous-marine à tel niveau de dangerosité, etc., etc. Bref, que des expériences qui peuvent paraître hors du commun. Et de base,
Je crois qu'il a levé avec Team Aventure en plus. De base, le pitch, c'était ça. Et d'ailleurs, mon frère a été l'un des premiers, le premier tech de la boîte, Ok. de Time Left, 3 ans et demi. Et il a pivoté. Tous les employés sont partis. À chaque fois, il y avait des nouveaux employés qui venaient. Au niveau des associés, je sais pas trop pour le coup, mais. Et je crois qu'à la fin, ils étaient plus que deux, hein, si je dis pas de bêtises. Et puis ils ont testé un truc, boum. Et le mec il avait de l'immobilier de côté, il avait un peu de cash de côté. Il aurait pu pivoter 36 000 fois. Dire aux investisseurs, j'arrête, c'est pas grave. À la limite, je lance autre chose. Il est resté. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment la persévérance, cette capacité à ne pas abandonner, Ouais. extrêmement rare et je pense que ça permet finalement à n'importe quelle idée de base de réussir puisque ça va amener au pivot. Le pivot, à partir du moment où on n'abandonne pas, ça finit forcément par marcher. Et c'est hyper cool parce que du coup, ça fait une bonne transition entre ce podcast et celui normalement de la semaine prochaine Ouais. où du coup, on aura des réponses de quelqu'un qui a vécu le truc de l'intérieur et voilà. Et bien écoutez, sur ce, excellent dimanche à vous. Abonnez-vous s'il vous plaît, partagez le podcast, ça nous aide énormément. Essayez de nous faire connaître si possible dans vos groupes d'amis, sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Telegram ou que sais-je, vraiment ça nous aide. Et puis merci à vous de nous écouter et à la semaine prochaine. À la semaine pro.